Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur la vidéo numéro 2 des Chroniques de la Renaissance, où aujourd'hui j'aimerais aborder le comment ma médiumnité est née. Bon, alors il faut savoir quand même que déjà étant petite, je disais des choses, ou je voyais des choses, ou je sentais des choses qui étaient quand même assez troublantes. Mais finalement j'en avais peur. J'ai un oncle qui est donc le frère de ma mère, est très connecté à tout ce qui est amérindien. Vous voyez, c'est un autodidacte. Il n'a pas fait d'études d'histoire des peuples amérindiens, mais en fait, il est hyper calé dans tout ça. Lui dites les Navarros, paf, il vous raconte toute l'histoire des Navarros. Vous lui dites les Mohicans, il vous raconte toute l'histoire des Mohicans. Enfin, il est impressionnant, quoi. Bon, il n'a pas que ce domaine-là de prédilection. C'est quelqu'un qui a plusieurs domaines de prédilection dans lesquels il est un peu, je dirais, il a une forme d'expertise. Mais voilà, et donc dans sa maison, quand on allait en Bretagne le voir, dans sa maison, dans sa chambre, en fait, la déco était quand même très amérindienne, donc des attrape-rêves, des espèces de tapis un peu, enfin comme des genres de, oui, de tapisserie un peu amérindienne, je sais pas comment dire, des trucs qui pendent au mur, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, des portraits, il avait des portraits de grands chefs, Sioux, etc. C'était très beau. Une atmosphère. Voilà, mon oncle, il a un monde à lui, quoi. Donc, il construit, il fabrique aussi des totems, voilà, mes parents en ont un à lui dans le jardin. Et puis, voilà, il fait des totems d'intérieur aussi qu'il a peints, il a sculpté le bois. Enfin, mon oncle, il est incroyable, quoi. Il sait faire plein de choses. Et il a appris tout seul, il s'est construit tout seul. Il est cuisinier de formation, et il fait des choses magnifiques aussi. Moi, quand j'étais petite, il me faisait des signes. Vous voyez, des signes en pâte à choux, là, avec les ailes en chantilly, tout ça. Il mettait des fraises pour garnir. C'était délicieux. Il m'a fait rêver, moi, mon oncle. Avec ma grand-mère, il m'achetait des palettes de peinture. Il a réveillé, bon, mes parents aussi, mais il réveillait l'artiste qui était en moi. Donc, quand j'allais dormir en Bretagne, souvent, je dormais dans son lit. Lui, donc, il allait dormir ailleurs, et il nous prêtait son lit avec ma sœur, un grand lit. Et en fait, la nuit, moi, j'avais des visions, quoi. J'avais des espèces de chefs à plumes dans l'invisible qui venaient me parler. Donc, j'étais ado à l'époque, je devais avoir 10-12 ans, quoi, vous voyez. Et je me faisais ça a duré jusqu'à mes 18 ans. Après, la maison a été vendue, tout ça, donc forcément, derrière, je sais pas trop ce que ça donnerait maintenant si j'allais là-bas, mais je vivais des genres de frayeurs parce qu'en fait, je pense que je n'assumais pas du tout et j'étais complètement flippée par ce qui se passait. Et je dormais, tenez-vous bien, je pense il y en a qui vont rigoler parce qu'il y en a qui ont dû le faire, ça. Je dormais sous la couette. C'est-à-dire que des fois j'étouffais la nuit, j'étais en mode apnée parce que bah il faisait trop chaud quoi là-dessous, hein. Quand c'est l'été, dormir sous un drap, c'est juste pas possible. En fait, je supportais pas, j'avais l'impression que c'était la seule façon de me protéger en fait de ce monde-là, de ce monde invisible que je voulais pas côtoyer, qui me faisait peur parce que je vous dis, des chefs à plumes qui venaient me raconter des trucs quoi. J'essayais même pas de savoir ce qu'ils voulaient me raconter, je voulais pas être en contact avec eux. Donc en fait, des trucs comme ça, il s'en est passé. Dans ma chambre de petite fille aussi, c'est pareil. J'avais des gens qui venaient me parler dans l'invisible, c'est clair. Pas des fantômes ni rien, je dirais pas ça, comme des présences en fait. Vous voyez, bah, cette chambre, elle était imprégnée d'histoire amérindienne, donc c'est comme s'il avait appelé le peuple amérindien. En fait, il y avait un monde amérindien dans cette chambre, en fait, si vous voulez. Moi, dans ma chambre, c'était encore autre chose. J'ai une amie qui est médium, qui est venue dormir dans ma chambre il y a 5-6 ans de ça, dans cette chambre où j'ai grandi, en fait, ma chambre d'enfant. Et elle m'a dit, waouh, elle m'a dit, purée, mais ta chambre, elle est blindée de présence, quoi. Elle m'a dit, elle me dit, c'est une énergie de cathédrale. Euh, c'est une énergie de cathédrale, c'est hyper sacré. Et en même temps, il y a des énergies un peu enfantines là-dedans. Il y a des espèces d'âmes complètement lutines, un peu, quoi, qui, euh, qui font des blagues, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Elle me dit, moi, ils m'ont empêché de dormir, quoi. J'ai pas dormi de la nuit. C'est, je te gratouille sous les pieds, je te fais ci, je te fais ça, je te taquine. Elle me dit, mais tu dors là-dedans? Là, je lui dis, c'est vrai que depuis que j'ai 18 ans, enfin, quand j'ai eu 18 ans, c'est devenu compliqué de dormir là-dedans. C'est devenu compliqué, c'est vrai.
Après, j'ai pas forcément le même ressenti qu'elle, puisque c'était ma chambre, donc peut-être aussi que du fait que c'était pas sa chambre, que c'était une étrangère, ils se sont dit, tiens, celle-là, de quoi elle est faite, on va aller lui chatouiller un peu le bout des pieds. J'en sais rien, mais en tout cas, elle a ressenti aussi que cette chambre était très habitée. Et ma mère, qui, quand je partais en voyage ou quoi, parfois investissait ma chambre, allait dormir dans ma chambre, voilà, investissait cette pièce, me disait, c'est incroyable parce qu'il y a ton énergie dedans. Et je ressens, il y a des bruits il y a des bruits, il y a des trucs, il y a des choses qui se passent en fait, qui sont en lien avec ton énergie. C'est comme si ces présences-là, elles continuaient quand même d'agir, même si t'es pas là. Voilà, et c'est des présences bienveillantes, hein. C'est un peu genre comme une famille galactique ou une famille stellaire qui habite là où vous habitez. C'est normal. Partout où vous allez vivre, ben, vous allez trimballer ces présences avec vous. C'est pour ça que si vous avez un taux vibratoire assez bas, parce que j'en sais rien, vous avez une vie et des fréquentations qui font que vous êtes dans des énergies plus basses, c'est pas un jugement, hein, c'est voilà, c'est une réalité, hein. Et ben forcément, vous allez vous trimballer des entités comme ça, parce que dans l'invisible, il y a tout et son contraire dans l'invisible. Vous avez les archanges, vous avez des maîtres ascensionnés, vous avez des présences, des êtres multidimensionnels hautement évolués, puis vous avez des espèces de zombies, de trucs errants, bizarroïdes, des fois des âmes plus ou moins neutres aussi, hein, ça existe. Mais voilà, en fait, ça va aussi en fonction avec votre vie, en fait, ce que vous en faites, qui vous fréquentez. Si vous êtes dans un monde où ça boit beaucoup, ça prend des rails de coke et ça fume du chichon, attire l'arigot, ça prend de l'exta, etc. Forcément, vous allez attirer à vous des énergies plus basses parce que ça crée des failles énergétiques, en fait. Les drogues et les alcools créent des failles énergétiques dans le corps énergétique, en fait. Ce qui fait que mais comme des fissures, et donc dans ces fissures, des, voilà, parce que quand vous êtes bourré ou quand vous êtes drogué, on est d'accord, vous n'êtes plus avec vous. Hein. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est il n'est plus vraiment là. Hein, on ne sait pas où il est parti, mais voilà. Donc la maison, elle est libre. Bah, une maison qui est libre, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a du squat. Hein. Donc voilà, là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes hors de vous avec la colère, bah, qui c'est qui prend le dessus? Bah, l'émotionnel, l'ego, vas-y que je te fais ta sauce et tout. Bon, bah là, c'est pareil. Là, il n'y a plus personne à la maison. Là, il y a toutes les entités du bas astral qui disent viens, 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 copain, viens, on va habiter là-dedans. Et puis après, ils invitent les copains, qui invitent les copains, qui invitent les copains. Puis après, ça donne des gens qui sont complètement déconnectés, qui n'arrivent plus à réintégrer leur corps. Bah oui, parce que comme il est déjà envahi, eux, quand ils essaient de rentrer, il n'y a plus de place pour eux. C'est le drame. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, quand ils sont vraiment beaucoup drogués, on a tendance à dire il est plus dans son corps. Ah, il est plus dans son corps, il n'a plus la place d'y être. Il y a 12 milliards d'entités à l'intérieur. Forcément, ça va être compliqué cette affaire. Donc voilà, donc de la médiumnité, j'en avais depuis un moment en fait. Et puis un jour, quand je suis rentrée de Bretagne, en fait, donc je suis allée me refaire pendant 15 jours, 3 semaines après ma dépression, eh bien, je suis rentrée chez moi. J'étais en train de lire à l'époque un livre qui s'appelait Voyage, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs, Voyage en Terre Simple, écrit par mon ami et ami aussi de mes parents et de ma sœur, Pierre, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Et Pierre, c'était un papy, il avait 84 ans quand il est décédé. Et à l'époque, quand j'ai lu son bouquin, il devait avoir 81 ans, peut-être 80, peut-être 80, ouais. Non, 80, oui, bien tassé. Et moi, c'était mon confident. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge. On peut être ami avec des gens. Moi, j'avais 25 ans et j'étais amie avec un papy de 80 balais, quoi. Ça ne me posait pas un vrai problème. On avait une complicité qui était juste énorme. Moi, j'allais passer des soirées chez lui. Il me logeait dans la chambre dans l'ancienne chambre de sa fille. Puis voilà, puis on buvait du rhum, on déblatérait toute la soirée sur des sujets philosophiques ou spirituels. On vivait des moments géniaux, quoi. On allait à la supérette du coin, s'acheter toutes les confitures qui traînaient, on se faisait des orgies de brioche et de machin. C'est le bonheur. Moi, Pierre, il est dans mon cœur, il y sera toujours, il est toujours là. Il a beau être parti, mais il est là, il est près de moi. Et voilà, et donc Pierre communiquait. Donc Pierre, de base, c'est un assureur. Donc vous voyez, c'est pas des métiers où on est franchement
tellement barré. Hein. Faut un minimum de pragmatisme pour être assureur. En plus, il n'était pas qu'assureur, il était directeur d'une agence. Hein. Je crois qu'il avait dû être agent immobilier aussi. Enfin voilà, un homme, voyez, comme ça, de chiffres et de... Enfin, je sais même pas comment dire, mais bon, voilà, enfin, c'est pas mon monde en tout cas. Hein. Et puis, il a perdu sa femme, qui était sa moitié, quoi, de laquelle il était éperdument amoureux. Oh, elle est pas morte à 20 ans, hein, elle est décédée relativement tard, mais bon, il est resté quand même un moment sans elle derrière. Et du coup, bah, un jour, en fait, il s'est mis à communiquer avec elle. Au début, il s'est dit, c'est quoi ce délire? Il a eu du mal à accepter parce que venant d'un monde très cartésien, imaginez quand vous commencez à avoir de la médiumnité qui pointe, imaginez le trauma que c'est et toute la prise de conscience et tout le cheminement qu'il faut faire pour que ça devienne naturel. Donc, il a bien mis 3 ans avant d'accepter réellement ça, puis il en a fait des livres. Il a fait des livres autour de sa communication avec sa femme. C'est-à-dire qu'il a établi une communication. Alors, au début, c'était des dessins. Au début, c'était des symboles qu'il recevait. Voilà. Pendant quelques mois, ça a été des symboles. Puis au fur et à mesure, elle a commencé à lui balancer des phrases. C'était une petite phrase, et puis une deuxième phrase, et puis après, ça a été des pavés comme ça. Et donc, il en a écrit un livre qui s'appelle Voyage en Terre Sainte, qui est juste fascinant. Et quand j'étais en Bretagne, j'ai donc lu Clarissa Pinkola Estés que maman m'avait offert quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ce livre, Voyage en Terre Simple. Et en fait, c'est le livre de Pierre qui a ouvert ma propre médiumnité. Ça faisait déjà un moment que Pierre me disait, tu es médium, Paloma, tu es médium, tu es médium, tu es médium. Je lui disais, bah oui, je sais, je sens, mais comment faire, quoi je comprends pas. Et quand je suis rentrée de Bretagne, bah, j'ai trouvé des courriers administratifs, des machins, des trucs, enfin, les réjouissances que vous trouvez quand vous rentrez de vacances et qui vous ramènent durement à la réalité, quoi, les factures, les machins, quoi. Et là, je tombe sur un courrier de Pôle emploi et je me rends compte que ça va peut-être être un peu compliqué, que je vais peut-être pas avoir tous les droits que je pensais avoir, que si, que ça. Et donc là, je commence à être dans la panique. Je monte dans ma chambre complètement déprimée avec mes sacs de voyage, etc. Et j'entends. Ce que tu prends pour un problème n'en est en réalité pas un. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Là, je me dis, qui me parle, quoi? Et on me dit, va chercher un cahier et un stylo. Et note ce qu'on va te dire. Je le fais, je m'exécute. Je note. Enfin, tout d'abord, je dis, bah oui, mais moi j'étais dans le noir, j'arrivais pas à retrouver la lumière, et je dis, mais un stylo, mais je sais même pas où j'en ai un, parce que vous voyez, quand vous rentrez de voyage comme ça, des fois, c'est un peu, voilà. Et on m'a guidé jusqu'au stylo que je cherchais, en plus je cherchais un stylo en particulier, on m'a guidé jusqu'à ce stylo, qui était dans un endroit improbable, au fin fond d'un sac en fait. Et on m'a dit, il est là. Comme pour dire, oui, tu n'es pas folle, ta médiumnité est bien en train de se développer, quoi. Je suis allée chercher ce stylo et j'ai pondu peu de lignes. Maintenant, je reçois des plus gros pavés, mais j'ai peut-être reçu 5 phrases ou 10 phrases. Ouais, peut-être 10 phrases quand même. Et ça a été le début de la médiumnité. Et suite à ça, après, j'ai reçu des communications de ma grand-mère qui était déjà décédée, avec qui j'ai un fort lien d'âme. Et pareil. Et j'ai reçu de plus en plus de messages. Et j'ai reçu des informations sur des mondes subtils, sur... voilà, et au fur et à mesure, ça a évolué. Maintenant, bah, ma médiumnité, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail. Mais voilà comment est ma médiumnité, en fait. C'est-à-dire, suite à cette espèce de dépression, qui en fait est aussi un éveil spirituel, qui est une crise spirituelle, avant d'être une dépression, bien sûr, qui a été déclenchée par ce chagrin d'amour. Merci à la personne qui l'a déclenché, qui est très connectée en plus, qui est une personne très connectée, et qui savait ce que j'allais faire derrière, puisque voilà, enfin, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est quelqu'un qui savait que je ferais du soin derrière. Donc tout ça, moi à l'époque je comprenais pas, moi je me voyais pas faire du soin spécialement. Et en fait tout s'est imposé quoi, très rapidement. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 mois, les choses se sont posées et j'ai réalisé qu'effectivement je devais faire du massage. Pour commencer, parce que mes mains avaient besoin de travailler. Et mes mains avaient besoin de distiller leurs énergies, quoi. Voilà, des énergies de guérison, de soins. Je vous ferai une vidéo, là, la prochaine vidéo, je vais la faire sur euh, la thématique de l'Irlande et des messages que j'ai reçus là-bas en lien avec le fait que je devais faire du soin par les mains. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.